comme je le disais, vous avez écouté les 4 tables rondes de ce colloque consacré à l'échelle des transitions. Vous y avez butiné des idées. Et vient le moment où vous allez nous restituer un peu ce que vous en avez pensé et quelles idées ça vous a donné à vous-même. Qui a l'honneur de commencer? Qui a envie de commencer et de restituer ça? Virginie. Ok. Bon, vous êtes philosophe, quand même vous présenter. Voilà, Virginie Maris. Virginie Maris. Je suis une chercheuse, directrice de recherche au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive à Montpellier. Et je travaille sur les relations humain-nature et la protection de la biodiversité en général. Donc c'est un exercice un peu périlleux qu'on nous demande et j'espère que vous serez indulgents. En effet, donc la demande nous a été faite de partager avec vous nos étonnements durant cette journée passée ensemble dans le somptueux hôtel de Lacey. Et ce n'est pas chose facile tant ces étonnements se sont avérés divers et nombreux. Donc mon premier étonnement, je dois vous l'avouer, c'est de voir à quel point il a pu sembler aisé, durant cette journée, de tisser des liens pour de nouveaux dialogues territoriaux. En effet, mis à part quelques grincements de dents portés par des personnages fictifs et incarnés par des comédiens talentueux, une surprise de la journée pour moi a été l'aisance avec laquelle nous nous sommes entendus sur des sujets qui soulèvent pourtant bien des débats. Nous avons réussi à évoquer ensemble, sans hausser le ton, sans conflit, le respect des limites planétaires et la réindustrialisation, la justice environnementale et la perspective d'un monde à plus 4 degrés, le développement productif et la protection de la biodiversité, ou encore la planification écologique et la participation citoyenne. Autant de termes qui pourtant pourraient sembler relativement contradictoires, en tout cas produire des tensions. Donc soit c'est qu'on a fait le pari que par le dialogue, on pourrait résoudre toutes ces tensions, soit, j'espère que ce n'est pas le cas, nous avons manié l'oxymore avec brio et pris le risque, il est grand, d'une parole qui pourrait être creuse. Donc mon caractère optimiste et l'envie aussi d'y croire un peu m'incite à parier sur les vertus du dialogue et à prendre au sérieux la proposition particulièrement apaisée, sereine de cette journée de conférence. Et c'est néanmoins sous l'angle de la distance vertigineuse entre la façon dont se sont tissés ces récits, ces dialogues, sous les dorures et les pampilles de l'hôtel de Lacey, d'une part, et ce que je vis en tant qu'habitante de mon territoire, de l'autre, que je voudrais mettre en relief mes étonnements du jour. Sur la première table ronde consacrée à la réindustrialisation, on se demandait quelles étaient les voies d'un développement productif et social. Ici, j'ai entendu, c'est-à-dire ici dans cette salle, j'ai entendu qu'on allait réindustrialiser la France avec des entreprises de 30 salariés, avec des PME vertueuses, avec de la cyclologistique. J'ai entendu qu'on pourrait inventer l'équivalent des HLM pour implanter ces industries dans les centres-villes et revaloriser la formation des métiers manuels. J'en étais très enthousiaste. J'ai trouvé ça réjouissant, mais je dois vous dire que dans mon territoire, c'est un peu autre chose que j'entends sous cette étiquette de la réindustrialisation. En effet, dans mon territoire, j'habite en Camargue, ce que j'entends, c'est la décision de l'État de faire passer une ligne à très haute tension, 50 mètres de pylône sur 65 km de linéaire, qui viendrait balafrer ce que nous considérons comme les joyaux naturels et agricoles de la Crau et de la Camargue pour, paraît-il, décarboner le bassin industriel de Fos-sur-Mer, ou encore construire un tronçon d'autoroute de 25 km pour accompagner et intensifier le transport des marchandises par camion à travers l'Europe, détruisant ainsi plusieurs centaines d'hectares de terres fertiles et de milieux naturels remarquables. Un certain étonnement donc. Mais l'étonnement ne vient pas seulement des mots dits, mais aussi des absences, des non-dits. S'il a été question de foncier, d'emploi, de carbone, personne ne s'est aventuré à parler de néolibéralisme, d'extractivisme, d'appropriation des biens communs.
Car en effet, la réindustrialisation peut et doit, je l'espère, être pensée comme une réponse légitime aux injustices globales que le capitalisme mondialisé a produites en important les ressources et en exportant l'empreinte écologique de notre développement des pays industrialisés vers les Suds. Mais est-on sérieusement prêt à poursuivre l'industrialisation, à poursuivre la croissance, à poursuivre la recherche de productivité dans un contexte démondialisé? Est-ce que les projets de mines de lithium dans l'Allier s'inscrivent dans les solidarités territoriales que nous avons évoquées? Est-ce que l'extraction gazière en Moselle, en Gironde, est-ce que le sable qui vient à manquer dans nos rivières, l'eau douce qui devient une ressource rare, objectivement rare, sont aujourd'hui prises en charge par nos projets de réindustrialisation? Donc, certains étonnements, certaines perplexités aussi m'ont perturbée lors de cette première table ronde. Dans la seconde, j'étais un peu plus dans ma zone de confort, puisque je travaille, je l'ai évoqué, sur les relations aux vivants et sur la protection de la biodiversité. J'essaye de gagner un peu de temps parce que je me perds dans ce document que j'ai écrit à la va-vite, vous m'en pardonnerez. Donc la deuxième table ronde s'interrogeait Atterrir. Elle s'intitulait Atterrir, avec un point d'exclamation, et s'interrogeait sur l'avenir des territoires et du vivant dans une France à plus 4 degrés. Donc il me semble que la mise en garde de Marc-André Sellos n'a pas été vraiment entendue. Il nous l'a dit, pourtant, dès son préambule, les portes de l'enfer sont entrouvertes. Et, je le formule moins poétiquement que lui, ça sent le roussi. Alors oui, j'ai été étonnée que l'on évoque avec une certaine sérénité la façon dont les territoires pourraient s'adapter à une France de plus 4 degrés. Des forestiers qui se demandent quelles essences seront les plus productives, des maires de moyenne montagne qui inventent une montagne hors du tout ski, des scientifiques qui appellent aux solutions fondées sur la nature. Tout ça laissait entrevoir des modalités créatives d'adaptation au changement climatique. Et pourtant, dans mon territoire, à plus 4 degrés, c'est la moitié de la Camargue qui est submergée, l'autre moitié qui se trouve rendue infertile, stérile même, par la remontée du biseau salé. Cette conscience-là coupe court aux leurres de tout technosolutionnisme, car ce qui est vrai pour le delta du Rhône l'est aussi sous d'autres formes de notre planète tout entière. 4 degrés supplémentaires, ce n'est pas 4 fois 1 degré de plus. C'est un monde chaotique dans lequel l'ampleur des effondrements biologiques et sociaux est tout simplement inimaginable. On ne s'y adapte pas. Donc prenons comme hypothèse de travail que nous parvenons à maintenir les conditions d'habitabilité de notre planète, bien en deçà de 4 degrés. Donc 2 degrés, c'était un petit peu ce qui présidait à ce choix des accords de Paris, de se donner ça comme objectif mondial pour le réchauffement climatique. Là encore, j'aimerais souligner mon étonnement d'avoir si peu entendu parler de nature. En effet, en dépit du titre, Atterrir, ceux d'entre nous qui lisent Bruno Latour y ont peut-être retrouvé un écho de la question qu'il nous posait il y a quelques années, seront étonnés de l'absence têtue de certains termes, qui est tout aussi étonnante, je trouve, que révélatrice. Nous avons compris qu'il ne semblait pas y avoir de procédure officielle d'effarouchement du loup quand il visite les cours d'école de la vallée de l'Oubaye. J'en suis ravie. Et que les enfants n'ont plus peur du grand méchant loup, j'en suis plus ravie encore. Mais c'est à peu près la seule référence qui a été faite de toute la journée à nos compagnons autres qu'humains. On a évoqué la biodiversité, la 6e crise d'extinction de masse, l'effondrement du vivant, mais les autres qu'humains sont restés les grands absents de nos discussions. Les guêpes, bourdons, abeilles, cirfes, mouches sont devenus des pollinisateurs. Tour à tour, nous avons évoqué les services écosystémiques, les solutions fondées sur la nature, et à aucun moment, l'idée d'un possible décentrement, l'idée d'une possible extension de notre solidarité et de notre destin commun aux autres qu'humains avec lesquels nous partageons nos vies et nos territoires n'a été évoquée. De la même façon,
s'il a été maintes fois question de territoire, de sol, de ZAN, on n'a finalement que très peu, voire pas du tout parlé de la terre. Pourtant, l'attachement à la terre, le travail de la terre, le respect de la terre et à travers ces thèmes, la crise de la paysannerie et les ravages humains et écologiques des logiques d'accaparement foncier et d'intensification agricole sont restés très pudiquement ignorés. Je n'ai pas regardé l'heure. Allez-y, mais vous pouvez conclure. Je peux conclure ou continuer? Comme vous souhaitez. Bon, on fait un exercice d'improvisation, donc évidemment, je ne sais pas exactement si je vais pouvoir tenir le peu de temps qu'on nous a offert. Mais concernant les tables rondes suivantes, j'ai entendu qu'il ne fallait pas confondre démocratie représentative et démocratie participative. Mais je voulais évoquer rapidement le fait qu'il n'y a pas lieu de les opposer l'une à l'autre. Et des processus représentatifs et des élections représentatives peuvent tout à fait accommoder des espaces de participation démocratique. Ils le peuvent et, je pense, ils le doivent pour faire face aux nouveaux défis qui sont les nôtres. Dans mon territoire, toujours, grâce au mode de scrutin à prime majoritaire, une liste qui n'avait reçu que 12% des voix des électeurs et électrices inscrits au premier tour se voit confier les clés de la municipalité et de la communauté de communes pour les 6 ans à venir. Elle se prévaut de cette élection démocratique pour museler l'opposition, désagréger le tissu associatif et poursuivre un projet politique qui est aux antipodes des urgences sociales et politiques des habitants. Ici, la vraie démocratie représentative serait justement, face aux défaillances des systèmes représentatifs aujourd'hui, d'instaurer des espaces de conférences citoyennes, des espaces de délibération collective, des assemblées de jeunes, assemblées d'habitants, etc., etc. Et puis, un petit mot sur la 4e table ronde qui a permis d'aborder frontalement la question des injustices environnementales. Et pour le coup, ce n'est pas tant un étonnement que je veux partager qu'une forme de satisfaction de voir à quel point ce thème s'est vu accorder l'importance qu'il mérite. Et je voudrais souligner, quitte à peut-être un peu paraphraser ou me retrouver redondante avec les propos de Cécile Duflot à cet égard, que la mécanique des injustices environnementales n'est pas simplement une nouvelle strate d'iniquité qui appellerait des outils ou des mécanismes de justice dédiés, mais que c'est vraiment le creusement en profondeur et en très grande profondeur de toutes les iniquités économiques, politiques, sociales, genrées antérieures. Autrement dit, les mécanismes qui soit ont produit, soit se sont trouvés inefficaces à résoudre, à résorber les injustices sociales, politiques, économiques de genre, ne peuvent pas être les mêmes et ne peuvent pas être ceux qui seront salutaires pour s'adresser aux injustices environnementales. Donc voilà quelques petites bribes de réflexion et d'étonnement, et puis surtout un grand remerciement aux organisateurs et organisatrices de cet événement et à toutes celles et ceux qui y ont participé. C'était des étonnements fertiles en ce qui me concerne. Merci beaucoup Virginie Maris pour ce étonnement à la fois un peu grinçant et en même temps assez brillant, de mon point de vue. La parole est peut-être à l'un de vous deux qui souhaite, Jacques Lévy, Aurélie Delage. C'est pas évident de faire. Aurélie Delage, peut-être on peut vous présenter. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes géographe et vous êtes prof à l'université de Perpignan. Maître de conférence. Maître de conférence. Donc oui, je suis géographe, mais je vais peut-être plutôt parler des enjeux politiques, des choses qui ont été faites, qui ont été abordées aujourd'hui. Alors, je ne vais pas prendre table ronde par table ronde, on nous invitait à être des abeilles, enfin à butiner, donc je vais faire un peu l'abeille. Je vais partir de la notion de dialogue. Donc dans le titre, on nous parlait de tisser des liens pour de nouveaux dialogues territoriaux. Donc, ça voulait dire quels étaient les anciens dialogues. On a bien compris qu'on partait d'un dialogue de sourds. Un élu de la table ronde numéro 2 a dit on aimerait davantage d'écoute. Toute la pièce a montré combien on pouvait parler à côté sans s'écouter, sans s'entendre.
Et pourtant, quand on écoute ce qui s'est dit notamment au début de la journée, on voit une sorte de convergence dans les injonctions à la collaboration, la coordination, l'interconnexion, basée sur des interdépendances. Et puis l'après-midi, on a davantage parlé de solidarité. Donc ça, c'est dans les mots, on avait l'impression d'une forme de convergence. Et puis après, il y a dans les actes, où on a eu ce magnifique moment d'exposé de la vision de l'État contrecarré par la vision d'un maire. Donc des ressentis très différents d'une même situation, ce qui fait que comment peut-on dialoguer dans ces conditions? Comment peut-on s'entendre? Et en fait, pour dialoguer, pour communiquer, il faut avoir un langage commun. Et on a l'impression que souvent, le langage commun, c'est le langage technique. C'est-à-dire, on va parler de GMAPI, de DMTO, de PLU, de SCOT. Donc, une forme de technicisation du langage qui est à la fois une dépolitisation du sujet, puisqu'on parle en sigle, l'expression d'une forme de domination de la part de certains et de dépossession de la part des autres. Et ça a été très bien expliqué par un maire d'espace rural. Nous, on n'est pas des polytechniciens et on fait comme on peut. Du coup, m'est venue la question de, pour dialoguer, faire dialoguer des acteurs de plus en plus nombreux, de plus en plus divers, parce que c'est vrai que le dialogue a été un peu le même étonnement que Virginie, ça avait l'air facile. En fait, ce qu'on oublie de dire, c'est qu'on doit dialoguer à de plus en plus nombreux, avec des arrière-plans de plus en plus différents, des nouveaux métiers aussi. Et donc, comment fait-on pour parler ? Et je me posais la question de la médiation, c'est-à-dire dans cette scène de dialogue de plus en plus complexe, est-ce qu'on n'aurait pas besoin de médiateurs qui seraient là pour garantir le fait que ce n'est pas celui qui parle le plus fort qui est entendu et qui emporte le morceau? C'est-à-dire comment on fait pour construire le dialogue, notamment avec deux modalités. Premièrement, expliquer la réalité des choses. Il a été beaucoup question de représentation, de stéréotypes, de fantasmes. Donc comment on fait pour déminer ces fantasmes? Et puis, le médiateur, c'est aussi celui qui a la capacité à donner du sens. Et notamment, le matin, est revenue la question du rôle de chacun, de la place de chacun. Qu'il était plus facile dans les espaces ruraux, dans les villages, il était évident de connaître son rôle, sa place. Et quand le cercle s'élargit, c'est moins évident. Et quand le cercle s'élargit aussi avec une forme de dissolution sémantique, on a eu ce passage sur la question des opérateurs qui standardisaient des compétences spécifiques et des savoir-faire experts, suivi, donc ça c'était la table ronde numéro 1, suivi dans la table ronde numéro 2 d'un développement sur les opérateurs de l'État. En tout cas, ce qu'il semble important pour garantir la qualité du dialogue, c'est de donner une forme de reconnaissance, de rendre une forme de dignité à l'ensemble des participants. Et c'est là que la question de la parole habitante ou de la parole des territoires moins mis sur le devant de la scène peut être abordée. Dans quelle mesure on ne les fait pas participer dans une forme de simulacre, mais qu'on les écoute pour de bon. Et donc, alors je ne m'aventurerai pas à dire qui sont ces médiateurs, mais peut-être que la représentation artistique, le rôle de la médiation artistique peut être une piste pour avoir cette forme de catharsis territoriale, faire dire sous la forme artistique des choses que l'on ne peut pas se dire en face. Donc voilà, ça c'était le premier point. Deuxième point, des fois, le dialogue est impossible, et c'est là que le conflit apparaît. Même étonnement que Virginie. Le matin, c'était un monde assez bisounours. On va faire de la logistique, il y a des camions qui passent de la pollution sonore, visuelle, etc. Mais ça ne pose pas de problème. Donc, une forme d'étonnement par rapport au fait qu'on était dans des ruralités heureuses, où le conflit serait absent. Pourtant, des visions différentes sur les eaux, les forêts, le foncier. Alors, on va nous demander de réindustrialiser d'un côté avec des emprises spatiales très fortes. De l'autre côté, on nous explique la nécessité impérieuse de préserver les sols. Et puis, on oublie un peu vite aussi que le foncier, ça a été pendant longtemps une variable d'ajustement dans un modèle économique pour des foyers modestes pour pouvoir se loger. Donc, d'aller de plus en plus loin là où le foncier était peu cher. Donc, voilà, on n'en a pas trop parlé, mais dans ces modalités de la conflictualité, on peut voir différentes approches. Une approche
plutôt techniciste ou productiviste dans l'exploitation de ces ressources. Le terme a été dit en 4e table ronde. On peut avoir une approche plus éthérée. Puis il y a une forme de 3e voie, des formes de réappropriation qui ont été soulevées à plusieurs reprises, c'est-à-dire en fait, c'est la question de l'expertise. Comment quelqu'un qui a Bac-12 peut faire reconnaître ses savoirs sur l'eau, c'était l'exemple du pays de Fayence, des savoirs paysans, de la maîtrise d'usage dans les quartiers populaires, comment faire reconnaître cette parole au même titre que l'expertise à Bac+12. Donc, la conflictualité, dans quelle mesure est-ce que ça peut être considéré comme une modalité démocratique autre que la démocratie représentative et participative quand ces dernières ont échoué, c'est-à-dire prendre la parole par la force. Donc ça, c'est une forme de repolitisation. Et 3e point, autre forme de repolitisation, une modalité différente, c'est la politisation par les actes. Et là, on a beaucoup parlé des élus, des habitants, mais peut-être ces tiers acteurs, que ce soit les collectifs citoyens, les associations, les ONG, on avait Oxfam aussi à la table, et cette fameuse Catherine, qui était dans la pièce de théâtre, Catherine, elle y croit dur comme fer, que rien n'est impossible. Toutes ces Catherines-là qui vont faire ce tissage lent des dialogues, du sur-mesure, qui vont avoir une forme de politisation par leurs actes et qui vont faire donc du sur-mesure. Et là, en termes de tissage, c'est de la belle ouvrage. Et c'est souvent ces initiatives que l'on va mettre en avant, les exemples inspirants, ces formes d'expérimentation qui vont donner des idées aux autres. Sauf qu'on ne fait jamais parler les territoires où il n'y a rien. Territoires où il n'y a pas de porteurs de projets. Eux, qu'est-ce qu'ils font quand il n'y a pas Catherine pour bouger un peu les choses? Ils restent dans leur situation? Je ne sais pas. En tout cas, cette valorisation des exemples inspirants, souvent des exemples ultra-localisés, donc à très petite échelle, on oublie, et ça il ne me semble pas que ça a été dit, que c'est des choses qui consomment beaucoup d'énergie pour les porteurs de ces initiatives. Il y a une usure des porteurs de projets. Catherine, elle est fatiguée à un moment. Et donc ça pose la question de la fragilité de ces initiatives et de la continuité dans le temps de ce type d'action. Deuxième type de choses que l'on peut opposer à cette survalorisation des initiatives locales, c'est dans quelle mesure elles sont inclusives et elles ne reposent pas parfois sur des formes d'entre-soi. On travaille avec les gens avec qui on a des affinités. Et c'est plus facile en fait de travailler à une petite échelle avec des gens avec qui on partage des valeurs communes. Donc le risque de l'entre-soi affinitaire et donc de la création de nouvelles formes de ségrégation. Enfin, cette petite échelle spatiale, donc on a compris qu'il y a une forme de, alors je ne veux pas dire de facilité, mais en tout cas c'est plus faisable, mais se pose la question du passage à l'échelle dans ces transitions, comment on développe, comment on passe à l'échelle, puisque ce n'est pas la somme de toutes ces opérations ponctuelles qui peut faire un tout. Comment on se confronte à l'altérité, comment on dialogue avec des gens avec qui on a peu de choses en commun, peu de valeurs, peu de références communes, surtout quand on est dans des contextes politiques complexes. Et en fait, pour finir ce point, dans cette question du passage à l'échelle, qui finalement est à une échelle spatiale restreinte, se pose la question du temps. Comment on fait pour planifier un peu les choses? Et là, c'est là qu'on peut quand même poser la question de l'État. C'est-à-dire qu'entre le global et le local, il y a peut-être un échelon intermédiaire. Et cette valorisation du local, dans quelle mesure n'est-elle pas une façon pour l'échelon national de se défausser, de se défausser de ses responsabilités sur l'échelon local? Et dans quelle mesure cet échelon national n'a-t-il pas besoin d'avoir ce rôle d'établir des priorités, d'anticiper, d'avoir donc un rôle de planification? Mais pour cela, faut-il encore reprendre ses responsabilités et avoir le courage des actes au lieu de rester dans des mots valises. Voilà. Pour terminer, mon étonnement principal, en fait, porte sur le mot de transition. C'est une question très naïve. En fait, on transitionne de où à où. C'est quoi le point A, c'est quoi le point B? Et du coup, ça pose la question du sens, de la direction. Alors j'ai bien compris qu'on part d'une plaine giboyeuse et qu'on va vers le désert, et qu'on s'y
qu'on s'y approche à grands pas. Mais ça pose quand même la question des modèles. Et cette question, j'étais étonnée qu'elle soit effleurée finalement dans l'ensemble des tables rondes, notamment des modèles économiques, des référentiels, le modèle de la croissance. Le mot n'a pas été prononcé. Dans quelle mesure c'est les modèles de riches qui dominent et on n'a pas prononcé le terme de décroissance, c'est peut-être un gros mot, mais pourtant il y a de nombreux territoires qui y sont confrontés dans les faits, qui perdent de la population, qui perdent de la richesse, et ça ne veut pas dire qu'il ne s'y passe rien, mais en tout cas, voilà. Merci beaucoup, Aurélie Delage. La parole est à Jacques Lévy. Jacques Lévy, c'est à vous de nous donner votre étonnement. Vous êtes géographe, vous êtes membre du réseau de recherche Kouros, pour ceux qui ne vous connaissent pas. Merci. Il faut que vous preniez votre micro, Jacques. Mettre les transitions à l'échelle, voilà un programme qui, je trouve, a prouvé sa pertinence tout au long de la journée, à condition, et je reprends ce que vient de dire Aurélie, à condition de ne pas faire du mot transition une espèce de mana doté d'un pouvoir magique et qui remplace peut-être des mots un peu plus conflictuels mais un peu plus précis. À propos d'échelle, je pense qu'il faut commencer par faire attention aux simplismes qui appartiennent au registre de la proximité. La construction européenne et la mondialisation font naître de nouvelles proximités. Et il n'y a pas de raison que les anciennes dépendances nationales, par exemple, aient le primat sur ces nouvelles interdépendances. La solidarité entre les territoires, c'est peut-être d'abord la solidarité avec l'Ukraine contre l'emprise de despotes agressifs et rétrogrades. Et pour la transformation énergétique, ça a des conséquences. La fin du gaz russe, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, mais il y a aussi le renchérissement des produits chinois, l'augmentation des budgets militaires qui peuvent peser négativement sur la dépense publique. Mais ce sont aussi les proximités de notre quotidien. Mais simultanément, même si les échelons supranationaux n'ont jamais été aussi décisifs, le local, je pense que ça a été un fil conducteur de toute la rencontre, joue aussi un rôle accru et construire, ça a été dit, un esprit des lieux, ça a été une idée largement partagée. Donc repenser le local, très bien. Et la ministre, dès le début, en a parlé. Et Jean-Marc Hoffner a tout de suite pointé un problème, c'est que dans ce local, il y a beaucoup de ce qu'il a appelé non gouverné. Il y a des processus puissants dans l'histoire de la France, notamment depuis le début de la Troisième République, qui ont empêché les bassins de vie effectifs, les sociétés locales réellement pertinentes de se doter de gouvernement. Et l'interdiction pratique de fait de transformer en enjeu politique explicite les questions de logement, d'emploi, de mobilité et de nature, là où ces questions se rencontrent, c'est-à-dire, je dirais, le plus petit niveau où elles se rencontrent vraiment et où où l'action publique et la citoyenneté peut avoir un sens, ben ça c'est un handicap qui caractérise la France par rapport à la plupart de ses voisins. Donc créer à l'échelle de ce qu'on peut appeler aire urbaine, pays, bassin de vie, peu importe le terme, mais un espace commun où, par exemple, les résidents du périurbain, des banlieues et des centres qui, au départ, n'ont pas forcément le même point de vue sur les sujets qui ont été développés dans ce colloque, se rencontrent, assument une différence, voire une contradiction, une opposition, et puissent mettre à plat les enjeux pour pouvoir en délibérer,
il me semble que ça devrait être une perspective qui rassemble. Et pour le moment, on n'y arrive pas. Nous sommes ici à Paris, où il y a une métropole du Grand Paris qui a rajouté encore un échelon au millefeuille qui était déjà très bien nourri en Île-de-France et qui est, du point de vue de la solidarité, complètement catastrophique. Et donc, j'ai parfois eu l'impression, quand on parlait de solidarité, de coopération, de réciprocité, de lien, bien sûr, tout le monde ne pouvait qu'être d'accord avec ces termes, mais ça pouvait être aussi une espèce d'emballage pour cacher notre misère, je dirais, géographico-politique, le fait qu'il n'y a pas de gouvernement local digne de ce nom à l'échelle pertinente. Et ce que disait Anne Terlez, faire du global à l'échelle locale, ça voilà un joli programme politique. Donc une échelle où la légitimité serait possible, une échelle démocratique et non pas intergouvernementale comme c'est le cas pour l'essentiel des intercommunalités et avec une démocratie très indirecte qui fait qu'on ne peut jamais discuter en fait lors d'une campagne électorale des enjeux. Voilà un petit problème. Vivre ensemble, c'était un projet du rapport de 1976, près de 50 ans plus tard. Il est encore d'actualité. En matière d'échelle, comme dans tous les domaines, les intervenants nous ont dit qu'il fallait chausser les bonnes lunettes, accepter de se laisser surprendre, ne pas se tromper de présent. Et effectivement, nous avons vécu, je fais référence à la table ronde sur l'industrie, nous avons vécu dans un monde où le tertiaire était une périphérie du monde industriel, et on nous dit ce matin, à juste raison, je trouve, que la fabrication matérielle est un cas particulier d'un système productif qui livre fondamentalement du service. Et de même, la ville a longtemps été une configuration marginale dans les sociétés rurales, alors qu'aujourd'hui, avec la périurbanisation, qui est quand même le grand phénomène massif de la transformation de l'espace en France et en Europe, les campagnes sont devenues une figure particulière des sociétés urbaines, avec, dans les deux cas, d'énormes conséquences. Une petite devinette, où est-ce que les mobilités douces, marche à pied plus vélo, sont les plus fortes? À Copenhague ou à Paris? Réponse contre-intuitive, mais que vous trouverez facilement. En Europe, la part modale de la voiture individuelle est en gros inversement proportionnelle au gradient d'urbanité, pas forcément aux politiques publiques. Et là, il y avait peut-être une ambiguïté du fait qu'on était à l'Assemblée nationale, que l'action publique était centrale dans, je dirais, la préparation de ce colloque. Peut-être qu'il ne faut pas surestimer aussi ce qu'on peut faire politiquement. Il y a plein de choses qui se passent, qui ne passent pas par, je dirais, qui sont politiques, mais qui ne passent pas par le politique explicite. Et si j'étais pompeux, je dirais que le conatus d'une ville qui fait bien son métier de ville, c'est la sobriété dans les surfaces. Et ça l'a toujours été. Mais aujourd'hui, ça devient un bien particulièrement précieux, quels que soient les gouvernements urbains qui se succèdent. Donc sortir des biais cognitifs qui nous guettent tous, c'est reconnaître aussi avec lucidité, donc sans les emballages de mots qui peuvent être un peu soporifiques, l'état des choses. Donc regarder l'état des choses sans se payer de mots. L'automobile, c'est 17% des émissions rien que pour les véhicules individuels, en faible baisse depuis quelques années, avec un enjeu conflictuel et une date butoir européenne de 2035 qui est un axe de partage aujourd'hui des grands partis européens. L'extrême droite faisant de la bataille contre cette date butoir un élément important de son projet. L'agriculture, 19% des émissions, faible baisse également, grave problème pour la biodiversité indépendamment même du climat. Et par ailleurs, un problème qui se profile et qui va compliquer le débat politique, c'est que la relation entre l'Europe et le reste du monde va être marquée par quelque chose qu'on observe déjà très nettement dans les statistiques, c'est-à-dire que les émissions vont être de plus en plus majoritairement importées.
ça, ce n'est pas forcément facile pour mobiliser les énergies locales. Et on sait aussi qu'avec la voiture électrique, on n'aura pas réglé les problèmes de la ville diffuse, je dirais les problèmes de la ville diffuse liés à la nature, déficit, problèmes de biodiversité, imperméabilisation des sols, et puis les problèmes d'urbanité, tout simplement, la diversité, l'entre-soi, etc. Donc, je pense que les voiles pudiques, hein, c'est ma voisine qui avait utilisé ce terme sur les différents objectifs, sont une perte de temps, car en fait la responsabilité globale que nous avons, nous les humains, vis-à-vis de la nature, nous pose des problèmes d'un genre nouveau, et ce genre, il a une composante temporelle très importante. Il faut prendre le temps d'aller vite, comme disait une publicité. Certaines idéologies voient l'occasion d'une revanche, la morale de la honte, le retour pas si drôle que ça de l'animisme, le festival des simplismes. Alors que, je dirais, c'était une bonne surprise, le principe sur lequel s'est fondé ce colloque, c'est assumer le politique avec la liberté que le politique suppose, prendre conscience du fait que la commensuration des urgences est le régime de croisière du politique, alors même que chacun considère que son urgence est la seule qui vaille la peine d'être traitée en urgence. Et là, je me différencierais un peu de cet ensemble qui avait été étiqueté renoncement, parce qu'à mon avis, il faut bien distinguer renonciation, la renonciation qui est le propre du compromis. On n'a pas tout ce qu'on veut, mais la renonciation n'est pas un renoncement. Le renoncement, c'est quelque chose d'éthique, et je pense que ce que j'ai compris de ce colloque, c'est que nous sommes condamnés, bien sûr, parce que nous sommes des citoyens engagés dans des actions politiques, condamnés à la renonciation, mais pas au renoncement. Sinon, on sortirait du politique, et c'est vrai que quelqu'un nous a proposé les flammes de l'enfer, si on n'était pas assez intelligent pour penser comme lui. Enfin, il nous a reconnu un peu d'intelligence quand même, heureusement, in fine. Mais je pense que nous sommes condamnés à vivre dans le purgatoire pour un bon moment. Et ce purgatoire, c'est accepter l'arène de l'argumentation, de la conviction non immédiate, du fait que si jamais on n'arrive pas à convaincre, on ne quitte pas la salle. On ne se lance pas dans des invectives, on ne fait pas de grève de la soif, par exemple, en montant dans un arbre. Ça, c'est pas très politique. Chercher à convaincre et non à imposer. Alors, du coup, je dirais que mon étonnement le plus important, c'est que par petites touches et parfois par grands coups de pinceau, ce colloque nous a montré qu'on peut habiter le futur. Et je pense qu'une société qui n'a plus envie d'habiter le futur, elle court de très gros risques pour son présent. Or, moi, j'ai eu l'impression que c'était un futur modeste, mais qu'il était bien là, avec beaucoup de lucidité. On ne peut pas tout faire, il y a des tas de choses qu'on n'arrive pas à faire, mais aussi beaucoup d'inventivité, d'agilité, d'audace, même si c'était parfois un peu trop micro. Mais bon, ok, Catherine, on va dire que c'est l'héroïne du jour. On la double. Et finalement, la surprise, c'est le fait que la notion de développement durable, qui a été proposée en 1987 par Gro Harlem Brundtland, le mot n'a pas vraiment été prononcé, mais moi j'ai eu l'impression que ce dont on parlait ici pendant la journée, c'était de ça. Donc je dirais que la notion de développement durable, elle aura mis 40 ans pour passer de l'utopie à l'action et de l'oxymore au pléonasme. Parce que maintenant, plus personne n'envisage un développement qui ne soit pas durable. Et je dirais même qu'il y a un autre pléonasme qui est apparu très fortement, et ça m'a beaucoup plu, c'est le fait que la synonymie entre développement et justice a été posée par plusieurs biais et de façon extrêmement forte. Donc, cette rencontre m'a déçu en bien, comme on dit en Suisse romande,
Et ce qui m'a le plus déçu en bien, c'est aussi parce que j'ai des origines dans l'attention à l'espace, enfin, l'espace m'intéresse tout particulièrement, c'est que le développement spatial durable, donc on pourrait dire la dimension géographique du développement durable, qui est complexe, qui est exigeante, qui n'est pas acquise, qui ne pourra progresser que dans le conflit, j'ai eu l'impression que ce que vous disiez, c'est qu'elle était possible. Merci Jacques Lévy pour votre rapport d'étonnement. Merci à vous trois pour ces remarques que j'ai qualifiées de grinçantes, mais elles étaient aussi juste critiques, ouvertes, parfois même teintées d'optimisme.